Elisabeth de Corbigny, qui compte parmi les plus célèbres entraîneurs professionnels européens, est spécialisée dans l'approche éthologique de l'équitation. Elle est donc devenue le personnage de référence du projet Hippotyre, en particulier dans l'échange et la confrontation, qui sont l'objet de l'action dénommée justement éthologie. Des rencontres ont eu lieu en novembre 2009 en Corse, en mars 2010 en Sardaigne et en Toscane en juin 2011. L'éthologie équestre est une méthodologie d'approche du cheval et de sa gestion qui renverse les rapports classiques entre l'homme et l'animal, puisque toutes les activités sont développées du point de vue du cheval et non du cavalier. Ce fut Federico Caprilli, un Italien né à Livourne, qui le premier expérimenta cette nouvelle approche. Au début du XXe siècle, après des années d'observation et de tentatives sur le terrain, il inaugura lui-même la méthode qu'il appela équitation naturelle. Cet adjectif en dit long sur la technique non coercitive qu'il mit au point. Après Caprilli, bien d'autres cavaliers développèrent des méthodologies d'approche douce du cheval. Elisabeth de Corbigny, elle, s'inspire de la méthode de l'américain John Lyons, sur la base de laquelle elle éduque et dresse, sans distinction de race ni de discipline, tous les chevaux qui lui sont présentés. Cette expérience vécue est à la base d'une méthode aussi simple qu'efficace, dont les éléments fondamentaux ont été présentés aux participants du projet Hippotyre dans leurs activités d'échange et leurs confrontations. L'éthologie, ça démarre par de l'expérimentation avec des chevaux, mais je voudrais reparler un peu d'abord de l'expérience de Hippotyre. L'expérience de l'Hippotyre, ça démarre par une aventure d'un groupe de personnes qui ont envie de redécouvrir d'une autre manière la relation avec les chevaux, la relation entre le cavalier et le cheval. Et donc ça démarre par un groupe de personnes très passionnées qui voudraient améliorer la sécurité, améliorer la communication avec le cheval à l'intérieur des disciplines équestres. Je ne pense pas que l'éthologie, c'est une discipline à part. Dans mon rêve, dans mon idée, l'éthologie, c'est un point de vue nouveau, plus scientifique, plus construit, plus respectueux de tout ce qui fabrique une bonne relation au sein de l'équitation. Et je crois que c'est ça l'aventure d'Hippotyre, que ce soit avec les handicapés, que ce soit dans différentes cultures. Le plus intéressant pour moi, c'est d'approcher différentes cultures, de changer de pays, d'écouter d'autres points de vue. Ça, c'est passionnant. Selon la méthode d'Elisabeth de Corbigny, une nécessité primaire doit exister à la base de cette entente, celle de trouver un langage commun. Il est évident qu'au départ, les deux sujets impliqués, à savoir l'animal et l'homme, n'ont pas la même langue. En revanche, il est beaucoup moins évident de concevoir que, contrairement à d'autres méthodes, celle d'Elisabeth de Corbigny se base sur le fait que c'est au cavalier de faire l'effort d'apprendre le langage des chevaux, d'étudier et de reproduire leur façon de communiquer. N'oublions pas, dit-elle, que les chevaux n'ont pas besoin de nous. C'est nous qui sommes allés les chercher, c'est nous qui sommes demandeurs d'une relation. C'est à nous de faire un effort pour nous faire comprendre. C'est pour cela que si le cheval ne fait pas ce que nous lui demandons, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas le faire, mais parce qu'il ne comprend pas ce que nous lui demandons de faire. Dans cette perspective, l'équitation devient un travail d'équipe où chacun a sa part de responsabilité. D'ailleurs, au sein de toute bonne équipe, le leader sait donner les bonnes indications et motiver ses collaborateurs en les encourageant et en les récompensant. Tout comme l'être humain, un cheval agit mieux et avec plus de générosité s'il est animé d'une motivation positive plutôt que s'il agit sous la contrainte. C'est pour cela qu'il faut faire de lui un compagnon généreux et animé de bonne volonté et non une proie apeurée ou récalcitrante. Ces dernières considérations sont étroitement liées avec le comportement particulier de cet animal lorsqu'il se rapporte à l'homme. En effet, si le premier est une proie, le second est un prédateur. Si le cheval avertit un danger, son instinct lui dit de fuir, même si, étant de nature très curieux, il reviendrait éventuellement sur ses pas pour s'approcher, par étapes, de l'objet qui lui fit peur afin de l'identifier et vérifier si ses craintes étaient ou non justifiées.
Elisabeth de Corbigny pense que, d'une manière générale, la puissance de l'instinct qui dicte des comportements non désirés à l'animal est sous-estimée. En réalité, le cheval choisit toujours la solution qui, de son point de vue, lui permet d'éviter le danger en le mettant en sécurité. Mais il existe une autre chose qui est tout autant sous-estimée. Le cheval a des capacités d'apprentissage bien supérieures à celles de l'homme. En effet, le fait qu'il soit une proie lui impose de s'adapter et donc d'apprendre rapidement. En outre, sa capacité de mémorisation est tout aussi grande. Il est donc capable d'anticiper les séquences d'un même scénario. Or, en exploitant cette capacité, on pourra facilement induire l'animal à avoir des réflexes conditionnés, dérivant justement de la répétition d'un exercice fait dans des conditions identiques. Dans ce sens, l'entraîneur est aidé par l'énorme réserve d'attention dont dispose le cheval. Alors que l'homme ne réussit à rester concentré qu'un temps limité, 45 minutes environ, on peut affirmer que, justement à cause du fait que ses sens doivent constamment être sur le qui-vive dans la nature, le cheval est presque attentif tout le temps. Il faut enfin considérer que le cheval est un animal social, soumis à une hiérarchie qui comprend un être dominé et un dominateur. Or, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas l'étalon qui est au sommet de cette pyramide, mais une poulinière d'expérience qui, en général, est considérée comme le leader du troupeau. Si ce leadership vient à manquer, le cheval tend naturellement à devenir dominateur. Trop souvent, dit encore Elisabeth de Corbigny, on oublie que le respect et la confiance doivent être mérités aussi par l'homme. Ainsi, si un cheval, alors que nous le montons, se déplace, rue ou mord, c'est parce qu'il ne nous reconnaît pas en tant que leader et donc qu'il ne nous considère pas dignes de respect. Si ce que nous venons de dire ne concerne que les comportements du cheval, ces derniers interagissent bien sûr avec ceux de l'homme. Ce qui manque malheureusement à l'homme, c'est cette capacité de se concentrer un maximum sur le mouvement qu'il veut obtenir lorsqu'il est en selle. Or, il est d'une importance fondamentale que le cavalier se fasse une image mentale du résultat qu'il veut obtenir. Pour ce faire, il doit surtout éviter les images négatives. Par exemple, souligne Elisabeth de Corbigny, si vous pensez que votre cheval refusera l'obstacle, il est très probable qu'il le fasse, car le langage de votre corps l'exprimera clairement et le cheval, étant doué d'une extrême sensibilité, le sentira. En outre, contrairement au cheval, l'homme n'est pas vraiment habitué à observer ce qu'il y a autour de lui. Or, pour s'entraîner avec les exercices indiqués par Elisabeth de Corbigny, il est très important que le cavalier développe un certain sens d'observation par rapport à l'animal. Ce dernier est en effet en mesure de dire un très grand nombre de choses à travers de petits détails dans sa posture, ses mouvements ou son regard. L'homme, par rapport au cheval, maîtrise beaucoup moins bien ses réflexes et la coordination de ses mouvements. Mais si l'on veut obtenir les résultats escomptés en termes de feeling et de timing, c'est-à-dire de sensibilité et de réactivité, on doit s'efforcer d'aiguiser sa propre capacité de perception pour raccourcir les temps entre le stimulus et la réponse. Même lorsqu'il est à terre, l'homme doit apprendre à se décider rapidement. Dans cette perspective, le travail en liberté est très utile, justement parce qu'il permet au cavalier de prendre conscience de sa lenteur et, par conséquent, de se placer au bon endroit pour pouvoir rapidement se déplacer. Enfin, il faut absolument savoir se remettre en discussion. Lorsque l'animal commet une erreur, on a tendance à le considérer comme un affront, en attribuant la responsabilité au cheval. Mais si l'on voit la chose du point de vue du cheval, on se rendra compte que c'est lui qui a raison, car, loin d'être dû à un simple caprice, ses réactions dérivent toujours d'une situation qui les a provoquées. Qu'est-ce que ça signifie, respect envers le cheval? Ça signifie juste que notre nature d'humain, notre vraie nature, voudrait imposer par la force au cheval. Cette manière de faire est naturelle pour nous, mais dans l'équitation, cette manière de faire induit des accidents, beaucoup d'accidents, induit des gens qui ont peur de monter à cheval, induit des mauvais comportements, on va dire. Une nouvelle manière de faire, c'est au lieu de forcer, d'imposer, on pourrait imaginer que l'humain est suffisamment intelligent
pour apprendre au cheval. Au lieu de lui imposer par la force, il devient un enseignant, il devient un professeur et le cheval apprend et comprend. Peut-être la science nous conduit sur le chemin de comprendre que un animal peut apprendre, un animal peut comprendre. C'est pas juste une bête qu'on va dominer. Ça, c'est notre instinct qui veut dominer, qui veut prendre, le chasseur qui se réveille et qui veut prendre. Ça, c'est une manière de faire. Mais peut-être l'éthologie, l'observation des chevaux, nous conduit à faire autrement. Et si on regarde du point de vue du cheval, la même chose peut s'observer. Naturellement, un cheval va résister, il va pas vouloir se soumettre. Et quelque part, le fait de respecter sa nature, de l'observer davantage, va nous conduire à ce que le cheval apprenne et comprenne. Au lieu de nous résister, de nous mordre, de nous taper, ce qui est normal pour un cheval, ça c'est un comportement naturel, c'est un comportement normal. À la place de ça, le cheval va apprendre, va comprendre et va dire « oui, je suis d'accord de faire ce que tu veux me dire ». Au lieu de le forcer, on lui apprend à le faire. Et ça, c'est juste un autre point de vue sur la relation entre l'homme et le cheval. On change le point de vue. Dans leur travail sur le terrain, les participants au stage d'échange et de confrontation organisé au sein du projet Hippotyre ont, dans un premier temps, observé et étudié l'approche qu'Elisabeth de Corbigny avait du cheval. Dans un deuxième temps, ils ont été partagés en groupes afin de pouvoir travailler sur des chevaux de différents types et ainsi aborder différentes problématiques relatives au comportement de ces animaux. Mais, dans les deux cas, ils se sont basés sur les principes fondamentaux qu'Elisabeth de Corbigny résume en ces termes. Améliorer la sécurité grâce au contrôle des mouvements du cheval en lui apprenant à céder à la pression sur les trois parties de son corps, à savoir la tête, les hanches et les épaules. Par conséquent, dans cette méthode, la sécurité et le contrôle sont étroitement liés en fonction de l'idée que c'est justement le manque de contrôle qui provoque les accidents. Faire se déplacer le cheval en gérant ses mouvements devient alors fondamental et pour l'obtenir, il faut que le cheval apprenne à céder à la pression. Or, la tendance naturelle de tous les êtres vivants, y compris l'homme, est inverse, c'est-à-dire que c'est celle de résister. Céder à la pression, physique ou psychique, devient donc un apprentissage. Mais avant de prétendre réussir à contrôler le cheval dans son ensemble, il faut apprendre à en maîtriser chaque partie séparément en décomposant le cheval d'un point de vue strictement mécanique, la tête et l'encolure, les hanches et les épaules. Pour Elisabeth de Corbigny, chaque mouvement de l'équitation est un mouvement combiné de ces trois parties. Lorsqu'on sait les dissocier et les contrôler séparément, on peut les recomposer en mouvements plus complexes. Mais allons plus loin. Lorsqu'un cavalier se trouve face à un cheval, il s'instaure immédiatement entre eux un conflit reproduisant ce qu'il se passe dans le troupeau. Ainsi, à chaque fois que l'animal fera reculer ou obligera le cavalier à se déplacer parce qu'il le poussera ou qu'il essaiera de le frapper ou de le mordre, le cheval le fait parce qu'il se considère dominateur. Si le cavalier veut affirmer son leadership, loin de punir l'animal, il devra le faire se déplacer et les rôles s'invertiront immédiatement. Pour obtenir tout cela, il faut que l'homme capture l'attention du cheval et qu'il la maintienne dans sa direction tout en contrôlant les mouvements de l'animal. D'après Elisabeth de Corbigny, nous pouvons faire un mouvement à un cheval à n'importe quel moment, le faire se déplacer d'un côté ou de l'autre et dans le même temps diriger son attention sur nous. Grâce au contrôle du mouvement, nous obtenons que le cheval soit calme, attentif et généreux au travail. Pour éduquer un cheval, à pied ou monté, Elisabeth de Corbigny recommande de toujours utiliser le mécanisme d'approche-retrait afin de lui apprendre à tolérer ou à répondre à un stimulus. Si un cheval très apeuré ne se fait pas approcher, on doit marcher dans sa direction. Si, en l'observant attentivement, on se rend compte qu'en arrivant à 10 mètres de lui, le cheval a l'intention de s'éloigner, on doit reculer de 15 mètres, avancer de nouveau à 13 mètres et retourner à 15. Ensuite, s'approcher à une distance de 11 mètres, reculer encore et aller à 9 mètres.
On doit continuer de la sorte jusqu'à ce que, par approche et retrait successifs, le cheval apprenne que ce qui lui faisait peur s'en va avant que lui prenne la décision de fuir. Dans la méthode d'Elisabeth de Corbigny, cela s'appelle désensibilisation et elle vaut également pour les objets que l'animal verra autour de lui, pour les équipements qui le revêtiront ou qui simplement toucheront les différentes parties de son corps. À ce niveau-là, le travail en liberté devient fondamental. Pour moi, souligne Elisabeth de Corbigny, il est le fondement de toute la construction de ma relation avec le cheval parce qu'il n'a lieu qu'une seule fois dans la vie de l'animal. Il requiert 1 ou 2 heures en moyenne, mais un cheval qui passe par ce programme d'exercice spécifique se comportera pour toujours d'une manière différente par rapport à un autre qui n'y aurait pas été soumis. Le lieu désigné pour ce type de travail est le manège. D'abord parce que c'est un lieu sûr pour le cavalier, ensuite parce que sa forme stimule une fuite infinie et l'animal ne peut en aucun cas décider de ne plus avancer, comme cela pourrait en revanche se produire s'il allait s'encastrer dans l'angle d'un carré ou d'un rectangle. Le travail en liberté permet de mettre au point des instruments de communication visant à la compréhension mutuelle du chevalier et du cavalier. En utilisant la voix et le langage du corps, l'homme peut indiquer à l'animal quel mouvement celui-ci doit faire. Après avoir fait cette leçon, le comportement du cheval change complètement car il se sera réellement rendu compte, physiquement et mentalement, que la fuite est inutile. Aucun autre travail, en dehors du travail en liberté, ne permet d'agir sur chaque type de cheval en totale sécurité. En revanche, si on utilise tout de suite le licol et la longe, cela devient impossible. Moi-même, raconte Elisabeth de Corbigny, je me tiens à distance du cheval pendant toute la première partie de la leçon initiale et tant que je ne suis pas certaine de pouvoir contrôler les mouvements de l'animal à distance. Plus je contrôle ses mouvements, plus j'affirme mon leadership et plus le cheval décide de rester à mes côtés parce qu'il s'y trouve bien. Si l'animal apprend à être serein en notre compagnie, nous pouvons être en toute sécurité à son flanc ou sur lui. Appliqué à chaque type de cheval, le travail en liberté permet donc d'instaurer une relation construite sur la confiance et le respect réciproque. Le cheval le plus craintif cesse d'avoir peur et ira vers le cavalier. Le cheval le plus agressif apprendra à se déplacer et donc à respecter le leader. Le cheval le plus apathique et le plus insensible à l'apprentissage sortira petit à petit de sa coquille. Ainsi, de proie qu'il était, l'animal se transformera peu à peu en compagnon attentif et généreux. Hanche, recule, super, merci. Tête, répète, hanche, recule, super, merci. Tête, hanche, recule, super, recule, recule, non. Tête, hanche, recule, recule, super. Tête, hanche, recule, exact. Celui-là était bien, super bien. Et petit à petit, le cheval comprend là, petit à petit. Et après, pour changer, tu essayes comme ça, marcha, marcha, tête à droite, hanche, postérieur droit, stop, recule, super, merci, extra good, super. Comme nous l'avons déjà dit, dans la méthode de Corbigny, la tête, les hanches et les épaules doivent pouvoir être dissociées et recomposées en mouvements plus ou moins complexes. En premier lieu, tout comme dans le travail en liberté, il faut apprendre au cheval à céder à la pression de la masse d'air en utilisant le langage du corps. Par exemple, en avançant vers lui ou en reculant, le cheval devra être repoussé ou attiré par le cavalier. Il pourra donc apprendre à céder à une légère pression de la main. Par exemple, la main sur le front pour le faire reculer ou sur le flanc pour lui apprendre la cession du postérieur de côté. Ensuite, l'animal doit répondre à la pression du fouet pour la mise en avant. À l'aide d'exercices progressifs, le cavalier doit faire en sorte que l'animal réagisse avant que le fouet ne le touche.
Enfin, l'animal doit apprendre à répondre à la traction de la longe sur le licol dans toutes les directions. Et si le licol est remplacé par un mors, l'animal apprendra à céder à la pression du fer dans la bouche et donner la tête, les hanches et les épaules en réponse à l'action d'une seule rêne avant que le cavalier ne monte en selle. Si la main baisse systématiquement la pression à chaque bonne réponse, le cheval apprendra toujours mieux et toujours plus rapidement à lire le langage du cavalier, voix, posture, regard, intention. De cette façon, le cavalier pourra faire bouger chaque partie du cheval, la tête, la hanche ou les épaules, avec un seul instrument, la main qui tient les rênes ou la longe. Une fois que cette dernière est attachée à l'anneau du mors, à droite ou à gauche, la main, en partant de terre, a sur l'embouchure une action directe qui permettra de contrôler les trois parties principales du corps du cheval, la tête, les hanches et les épaules. L'animal doit apprendre à céder à chaque fois qu'il sentira une légère traction sur la longe, ce qui veut dire lâcher la longe en donnant la tête, les hanches ou les épaules. Grâce à des exercices adéquats, le travail à terre permet donc d'apprendre au cheval tous les exercices préparatoires au travail en selle, sans courir de risque. Si par exemple on veut dompter un poulain, tout sera beaucoup plus facile si on lui aura appris la façon d'utiliser la rêne unique dans le travail à terre. Cela permettra, dès les premières minutes en selle, de contrôler chacun de ses mouvements et d'éviter les ruades. Voilà donc arrivé le moment de monter à cheval. Nous avons déjà souligné que la méthode de Corbigny se basait sur la nécessité de communiquer avec l'animal dans un langage qu'il soit à même de comprendre. Deux concepts fondamentaux sont à la base d'un tel langage, le confort, l'inconfort et la motivation. Le premier concept tourne autour d'un seul instrument, à savoir le mors. Celui-ci crée une sensation d'inconfort dans la bouche du cheval, même si elle reste relative tant que l'embouchure n'entre pas en action. En effet, au repos et en quelques minutes de temps, le mors ne semblera plus gêner l'animal. En revanche, si le mors agit à cause de la tension des rênes, le cheval en ressent et cherche à s'en libérer. C'est justement l'inconfort dérivant du mors qui fait faire au cheval des mouvements qui ne lui ont pas été demandés. Il devient donc essentiel de se souvenir d'une chose. Le cavalier doit cesser de tirer sur le mors et donc cesser de créer l'inconfort au moment même où le cheval a exécuté le mouvement désiré. Si l'inconfort persiste, que les actions accomplies par le cheval soient correctes ou non, l'animal s'habituera très rapidement aux dérogements supplémentaires qu'il perçoit et deviendra donc sourd à n'importe quel ordre. Cela pourrait alors engendrer une espèce de course à l'achat d'embouchure toujours plus sévère, dans l'espoir de tenir le cheval sous contrôle. En réalité, ce n'est que la main du cavalier et non l'instrument qui est importante. Nous voilà donc arrivés à la question des rênes. Avant de suivre mes premiers cours aux États-Unis, observe Elisabeth de Corbigny, il ne m'était jamais venu à l'esprit une chose aussi simple que pleine de bon sens. Une reine plus une reine égale deux reines. Depuis toujours, pour quiconque monte à cheval, il est sous-entendu que chacune des deux reines a un devoir précis. Mais, jusqu'à ce moment-là, personne ne m'avait enseigné, et de manière systématique, à ne m'allier qu'une seule reine avant de les utiliser toutes les deux. C'est là un concept fondamental à comprendre, car le cheval apprend plus vite si les difficultés sont fractionnées en petites étapes simples. En travaillant à terre, le cheval est équipé d'un mors. On lui apprend à céder à la traction d'une seule rêne et à relier le mors aux différentes parties de son corps, la tête, les hanches, les épaules. Pendant tous ces exercices, le cavalier se place à côté du cheval tandis que sa main exerce une action directe sur une seule rêne pour faire bouger ces trois parties. Une fois en selle, il est beaucoup plus facile et beaucoup plus clair pour le cheval de répondre à un exercice ressemblant énormément à celui effectué à terre, plutôt que d'ajouter une difficulté supplémentaire comme celle de répondre à l'action de la seconde rêne. Par conséquent, à partir du moment où le cavalier sera en selle, et durant les premiers temps de ce type d'éducation, il ne faut utiliser qu'une seule rêne à la fois, jusqu'à ce que le cheval soit parfaitement constant dans ce type de travail.
Mais travailler avec une seule reine ne veut pas dire n'en avoir qu'une seule à sa disposition, ou une seule longe dans le cas du licol. Il vaut mieux en avoir toujours une de chaque côté et les utiliser en alternance pour jouir de plus de sécurité et avoir plus de contrôle. En effet, comme nous l'avons fait à pied, on pourra ainsi contrôler la tête, les hanches et les épaules de l'animal à partir du mors et avec une seule reine. Un autre concept à garder à l'esprit est celui qu'Elisabeth de Corbigny appelle l'éducation des mains. Si la main du cavalier n'attend pas d'obtenir le mouvement désiré avant de relâcher, il apprendra au cheval une action non désirée ou incomplète, puisque c'est la cessation de la demande qui indique à l'animal, en sentant disparaître l'inconfort, qu'il a fourni la bonne réponse. Cela signifie aussi que toute action discontinue de la reine, du type demande, relâche, est à bannir jusqu'à ce que la relâche soit consécutive à l'obtention du mouvement demandé. De la même façon, si la main du cavalier cesse trop tard d'agir, elle n'indiquera pas au cheval qu'il est arrivé au mouvement correct. Et là est toute la question du timing. La réactivité stimulus-réponse doit être parfaite si l'on veut communiquer avec nos mains de façon précise. Une dernière considération que fit Elisabeth de Corbigny aux participants à la phase éthologie du projet Hypotire consiste en la valeur à donner au langage du corps. Lorsqu'un contact s'établit avec la bouche par le moyen d'une reine, le cheval essaie de deviner ce qu'il doit faire en lisant justement le langage du corps du cavalier, exactement comme cela se produit lors du travail en liberté. Si l'on apprend à se concentrer au maximum sur l'objectif, si on a une image mentale claire du mouvement que l'on désire obtenir, notre corps fera seul le travail de communication. Tout comme un cheval est à même de sentir une mouche sur son pelage, si le cavalier ne déplace qu'imperceptiblement un peu de son poids d'un fessier à l'autre, le cheval identifiera, s'il est répété, ce signal comme une demande de mouvement. Là, en Toscane, à Livourne, est né Federico Caprilli, Exact. qui a été un des premiers expérimentateurs de ce type d'approche au cheval, en partant en particulier de ce que vous avez dit avant, c'est-à-dire en partant de l'observation. Il a beaucoup observé avant de monter à cheval et suivre l'attitude du cheval à la place d'imposer la volonté de l'homme. Vous êtes d'accord sur ça? Oui, et vous avez raison de resituer tout ce qu'on fait là dans une culture. Hein, c'est important de s'apercevoir que on redécouvre ce que tous les auteurs, Caprilli et d'autres, anciens, ont déjà écrit. On redécouvre ça. C'est-à-dire que la nature instinctive de l'homme est en train de rechanger vers plus de compréhension, vers plus de... Comment je pourrais dire? Plus d'observation, mais plus aussi de finesse par rapport aux chevaux, plus de finesse, plus de légèreté, plus d'intelligence dans la relation. Et on était tombé dans quelque chose de plus brut, plus basique. Hein. C'est pas difficile d'être brut pour un humain. C'est pas difficile. C'est beaucoup plus difficile d'être capable d'approcher les choses de façon différente. Et je pense que c'est, je dirais pour moi, dans mon rêve, le cheval est mon meilleur professeur. C'est-à-dire, si j'apprends à l'écouter, en tant qu'être humain, je vais grandir. Je vais acquérir des nouvelles compétences. Donc, c'est le cheval qui m'enseigne. En devenant un meilleur professeur pour le cheval, je deviens un meilleur être humain. Est-ce que ça, c'est un chemin qui pourrait expliquer aussi le cheminement vers des programmes comme Hypotire? Un Hypotire, c'est un chemin vers quelque chose, un chemin vers une recherche, un chemin vers un développement personnel, un développement de l'être humain, un développement pour les enfants, pour les handicapés. Tout ça, c'est quelque chose qui, je crois, mérite de mettre de l'énergie dedans. Voilà. Et ça, c'est l'aventure d'Hypotire. C'est très intéressant ce que vous dites. Alors, cela m'entraîne à vous poser aussi la question de comment s'est déployé, disons, le rapport avec les gens, les personnes qui ont participé à vos stages? Alors ça, c'était génial. Ça, moi, j'ai adoré
cette partie multiculture. On ne se connaît pas. Le point d'ancrage, c'est le cheval. On vient d'horizons très divers et on partage. Ce que j'ai aimé, c'est que les personnes ont partagé ce qu'elles savent avec les autres. C'est pas juste quelqu'un qui dit une méthode. C'est beaucoup plus que ça. C'est un partage d'une passion, c'est un partage d'un point de vue, c'est un échange et c'est des personnes qui ensemble veulent construire un objectif pour le futur. Qu'est-ce que c'est Hypotir? C'est un groupe de professionnels qui vont dans une démarche nouvelle vers le cheval, vers les enfants, vers les handicapés. C'est tout ça Hypotir. Et ce qui est intéressant, c'est les cultures différentes. C'est l'expérience de chaque personne qui s'additionne. Et on essaye avec des chevaux qu'on ne connaît pas. Et c'est un peu comme de la recherche. On essaye, on fait, qu'est-ce que tu penses? Ça marche pas, on essaye autrement, on explique. Et c'est tout ce partage qui est intéressant. Et c'est toute l'ambiance qu'il y a autour, la passion, les échanges, tout ça, c'est extra. Dans une langue étrangère, c'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Donc, nous ne pouvons que vous remercier de votre présence et espérer de pouvoir renouveler ce type de relation avec vous. Et moi, je veux vraiment remercier tout le groupe d'Hypotir, tous les gens qui ont participé. L'accueil était formidable, c'était vraiment organisé. J'ai vraiment passé des bons moments et je voudrais dire un grand, grand merci à toutes ces personnes et à tous les chevaux. Merci à vous. Merci. You say, motionless we, nothing is real, wasting my time in the waiting line. Do you believe in what you